À l'heure où l'on publie ces actus du jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président des États-Unis Donald Trump se rencontrent à Washington DC, la capitale américaine, 3 jours après le sommet entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, seront quant à eux présents dans la deuxième partie de cette réunion. Mais alors que vont-ils négocier? Quelle est la place de l'Union européenne dans ces discussions? Et l'Ukraine pourrait-elle être perdante? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo est toujours en vacances, donc on continue de vous informer cette semaine avec l'équipe. C'est le sujet à la une de nos actus du jour. Alors avant qu'on parle de ce nouveau sommet, ça me semble important de revenir sur celui qui a eu lieu vendredi 15 août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette rencontre, elle portait sur la guerre en Ukraine et une possible avancée vers un accord de paix, sauf qu'au terme de près de 3 heures d'échange entre les deux dirigeants et quelques conseillers, aucun accord de paix ou de cessez-le-feu n'a été annoncé. Selon Donald Trump et Vladimir Poutine, ce fut une réunion, je cite, très productive et un entretien constructif, mais aucun détail des discussions n'a été dévoilé pour le moment. Les médias n'ont d'ailleurs pas pu poser de questions lors de la conférence de presse qui était prévue après leur rencontre, mais qui n'a finalement pas eu lieu. Alors Donald Trump s'est tout de même exprimé, il a déclaré ne pas encore être arrivé à un accord, mais avoir de très bonnes chances d'y parvenir. Il a notamment précisé sur son réseau Truth Social, je cite, que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est de passer directement à un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non à un simple accord de cessez-le-feu, souvent inapplicable. Pour bien comprendre, Vladimir Poutine souhaite depuis le début un accord de paix et non un cessez-le-feu, une position que l'Ukraine et ses alliés n'approuvent pas du tout. En gros, ils estiment que le fait que le dirigeant russe fasse tarder les négociations est en réalité une tactique pour gagner du temps et permettre à l'armée russe de progresser davantage sur le front. En fait, en cas d'accord de paix, Vladimir Poutine tenterait de négocier officiellement les territoires ukrainiens, ce que ne veut pas l'Ukraine, alors qu'en cas de cessez-le-feu, les lignes seraient gelées, ce qui n'arrangerait pas la Russie. De son côté, Vladimir Poutine a déclaré être d'accord avec Donald Trump et être prêt à travailler sur une garantie vis-à-vis de la sécurité de l'Ukraine, et les deux dirigeants se sont quittés avec la promesse de se revoir probablement très bientôt, la prochaine fois à Moscou, selon l'invitation orale et en public de Vladimir Poutine à Donald Trump. Alors on va pas pouvoir revenir en détail sur tous les retours qui ont émergé de cette rencontre, mais en tout cas, la presse internationale a été assez critique. Le Washington Post a souligné par exemple, je cite, des paroles chaleureuses mais une fin prématurée à la rencontre. En effet, ces pourparlers devaient durer à la base 6 à 7 heures, mais comme je le disais, ils ont finalement plutôt duré 3 heures. De son côté, le Wall Street Journal a dénoncé le fait que Trump a déroulé le tapis rouge à Poutine mais n'a pas obtenu grand-chose en retour. Ce sommet marque en effet un véritable retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale et diplomatique, alors que le dirigeant russe est responsable du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, selon de nombreux experts. Il est par ailleurs visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre liés à la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Bon, maintenant qu'on a bien revu tout ça, Donald Trump s'est également entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky et ses alliés européens pour leur faire part de la discussion. Et donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de tenter de s'accorder pour arrêter les combats en Ukraine. Donald Trump a d'ailleurs déjà mis la pression ce lundi sur son réseau Truth Social en affirmant « Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre ». Ici, le président des États-Unis fait sûrement référence aux territoires ukrainiens occupés militairement et illégalement selon le droit international. En dehors de la Crimée, qui a été annexée illégalement par la Russie en 2014, l'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien dans 4 régions du sud et de l'est, à savoir Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia. Et la grande crainte de l'Ukraine, c'est donc d'être obligé de céder une partie de ces territoires pour mettre fin au combat. Mais pour le moment, aucun parti n'a encore évoqué publiquement ce sujet. Et Volodymyr Zelensky a plusieurs fois affirmé refuser catégoriquement toute cession de son territoire. C'est notamment sur ce point que les alliés européens de l'Ukraine souhaitent s'imposer. Juste à la suite de sa rencontre avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky sera dans un second temps accompagné de plusieurs dirigeants européens, mais aussi de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN, c'est cette alliance politico-militaire de pays occidentaux dirigée par les États-Unis. Selon Camille Grand, chercheur au Conseil européen pour les relations internationales cité par France Info, ce déplacement souligne un effort des Européens de se remettre dans ces négociations en arrivant en force. La présence des alliés européens dans ces pourparlers a donc un double objectif. Le premier, c'est d'influencer la perception de Donald Trump sur ce que pourrait être la fin des négociations, sans trop céder à la vision russe. Et le deuxième, c'est d'éviter que la séquence à la Maison-Blanche qu'avait connue Volodymyr Zelensky face à Donald Trump en février dernier ne se répète. Si vous n'aviez pas suivi, cette discussion physique entre les deux avait en effet plutôt dégénéré. Donald Trump et son vice-président, J.D. Vance, avaient critiqué Zelensky, l'accusant notamment de manquer de respect aux Américains. En tout cas, toujours selon le chercheur, les Européens et les Ukrainiens souhaitent montrer qu'ils sont alignés dans la manière d'aborder une
fin des combats qu'au fond tout le monde souhaite, mais pas forcément aux conditions de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron affirme lui vouloir présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens devant Donald Trump. Il veut aussi se rendre à Washington pour défendre les intérêts de l'Ukraine, mais aussi les intérêts des Européens, alors que les Européens ont dépassé les États-Unis en termes d'aide envoyée à l'Ukraine, qu'elle soit financière ou militaire, selon le Kiel Institute. En tout cas, les contours d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie restent encore flous, que ce soit sur la question des territoires occupés, mais aussi sur les garanties de sécurité que pourraient offrir les États-Unis pour empêcher la Russie de lancer de nouvelles offensives contre l'Ukraine. Les prochains jours pourraient donc être décisifs. On continuera évidemment de vous tenir au courant sur Instagram et TikTok en direct et chaque jour sur ce format des Actus du jour. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu qui concerne la situation dans la bande de Gaza. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a accusé Israël de mener, je cite, une campagne de famine délibérée dans un communiqué publié ce lundi. En fait, l'ONG a mené des entretiens avec 19 Palestiniens de Gaza qui vivent dans des camps de déplacés, ainsi que 2 membres du personnel médical qui s'occupent d'enfants souffrant de malnutrition. Et selon Amnesty, je cite, cette campagne d'Israël détruit systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social à Gaza. Toujours selon l'organisation, ce n'est pas une conséquence malheureuse des opérations militaires israéliennes, mais bien le résultat intentionnel de plans et de politiques qu'Israël a conçus et mis en œuvre au cours des 22 derniers mois, donc depuis le 7 octobre. De son côté, le COGAT, qui est un organe du ministère de la Défense israélien gérant les affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés, a estimé la semaine dernière qu'il n'y avait, je cite, aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée dans la bande de Gaza. Pourtant, selon un décompte effectué le 5 août dernier par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 49 décès d'enfants dus à la malnutrition ont été signalés, dont 39 enfants de moins de 5 ans. Le ministère de la Santé de Gaza faisait lui état le 13 août de 235 décès liés à la malnutrition, dont 106 enfants depuis octobre 2023. Deuxième actu, rapidement, petit point météo. Alors que la vague de chaleur touche à sa fin en France, 7 départements sont encore concernés par une vigilance orange, a annoncé Météo France ce lundi. Il s'agit de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse. L'alerte est censée prendre fin mardi matin à 6h. À partir de ce mardi, il y aura d'ailleurs des pluies orageuses venant de l'ouest. Les 3/4 du pays devraient être touchés et d'ailleurs une vingtaine de départements sont placés en vigilance jaune ce lundi pour risque d'orage. Troisième actu, je voulais vous parler de la Bolivie, un pays situé en Amérique du Sud, puisqu'il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle prévue en octobre, alors que la gauche est au pouvoir depuis 20 ans. En fait, lors du premier tour de la présidentielle qui a eu lieu ce dimanche, 2 candidats de centre-droit et de droite sont arrivés en tête, le sénateur Rodrigo Paz Pereira du Parti démocrate chrétien et l'ancien président de droite Jorge Quiroga Ramirez. Ce résultat est donc un revers pour la gauche et le mouvement vers le socialisme de l'ancien président Evo Morales, qui est écarté du second tour. Evo Morales, qui avait été empêché légalement de se présenter à nouveau, a contesté la légitimité du scrutin et a noté que l'actuel président bolivien Luis Arce, qui est de gauche, a renoncé à se représenter pour un second mandat. Et toute cette situation intervient dans un contexte où la Bolivie traverse une grave crise économique avec une forte inflation, donc une hausse générale des prix, ainsi qu'une pénurie de dollars et de carburant, ce qui a donc pu peser sur le choix des électeurs. Quatrième actu, on vous en parlait sur Instagram ce week-end, les avions de la compagnie aérienne Air Canada sont toujours cloués au sol à cause de la grève des agents de bord qui se poursuit. En fait, le personnel demande une augmentation de salaire et d'être rémunéré pour le travail au sol et lors de l'embarquement, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Alors le Conseil canadien des relations industrielles, un tribunal indépendant chargé d'interpréter et d'appliquer le code du travail, avait ordonné le retour au travail et avait tenté une reprise progressive des vols par Air Canada ce dimanche, mais le syndicat canadien de la fonction publique a appelé ses membres à continuer la grève en défiant cette injonction. De son côté, le gouvernement canadien a tenté d'imposer un arbitrage indépendant pour résoudre la crise, mais le syndicat rejette cette approche, qualifiant la décision d'inconstitutionnelle. Il demande plutôt une négociation directe avec la compagnie aérienne. Jusqu'ici, environ 700 vols et plus de 100 000 passagers ont été impactés. On vous tiendra informé de la suite des événements. Cinquième actu, c'est désormais officiel. Le recyclage des batteries usagées de véhicules électriques, donc des vélos, trottinettes et même des voitures, est désormais obligatoire en Europe. Concrètement, à partir de ce lundi 18 août, les fabricants et vendeurs de batteries électriques sont obligés de financer leur collecte et leur recyclage. C'est la REP, donc la responsabilité élargie du producteur. C'est un nouveau règlement qui entre en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne. Jusqu'ici, cette obligation de collecte et de recyclage s'appliquait uniquement aux piles et petites batteries portables qui étaient utilisées notamment dans les téléphones, les ordinateurs et les appareils électroniques. Et donc avec cette nouvelle règle, les fabricants peuvent soit organiser eux-mêmes le recyclage des batteries, soit payer un organisme spécialisé qui s'en chargera pour eux. C'est une mesure qui est donc à la fois écologique et économique. Recycler les batteries, ça permet de protéger l'environnement des substances dangereuses et récupérer des métaux précieux comme le nickel, le lithium ou encore le cuivre. Et puis ça évite donc d'aller en chercher à l'étranger, ce qui renforce l'indépendance de l'Europe. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et on termine avec cette actu. YouTube a commencé à tester un outil d'intelligence
d'intelligence artificielle pour identifier l'âge de ses utilisateurs aux États-Unis dans le but de protéger les mineurs de contenus potentiellement nocifs pour eux. La phase de test a commencé mercredi dernier sur une partie des utilisateurs américains d'après un message adressé aux créateurs de contenu. Concrètement, l'IA analyse différents indicateurs comme le type de vidéo recherchée et visionnée ou encore l'ancienneté du compte. Et si le système estime qu'un utilisateur a moins de 18 ans, alors les règles destinées aux adolescents s'appliquent automatiquement. Il n'y a plus de publicité personnalisée et des garde-fous sont intégrés aux recommandations pour limiter la répétition de certains contenus. En cas d'erreur, l'utilisateur pourra prouver qu'il est bien majeur en fournissant par exemple une carte bancaire ou une pièce d'identité selon YouTube. YouTube, Instagram ou encore TikTok sont régulièrement pointés du doigt pour leur impact négatif sur la santé mentale des enfants et des adolescents, mais surtout pour leur manque de mesures de protection efficaces. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format pendant l'été. Je vous rappelle qu'il est aussi disponible en version écrite, en newsletter, que vous recevez directement, gratuitement, dans votre boîte mail tous les jours. Le lien est en description. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.